Elle a inspiré les légendes les plus sombres. Mais qui était vraiment Elisabeth Báthory? Une femme maudite ou une meurtrière sanguinaire? Dans les sombres couloirs du château de Hachtis, des cris résonnent encore, des murmures s'élèvent à travers les siècles. On dit qu'elle se baignait dans le sang de ses victimes pour conserver sa jeunesse. Mais était-ce une vérité terrifiante ou une invention destinée à la détruire? Plongée dans l'histoire vraie d'Elisabeth Báthory, la comtesse sanglante, l'une des figures les plus énigmatiques et effrayantes de l'histoire. Entre mythe et réalité, découvrez comment une noble femme est devenue un cauchemar immortel. Oserez-vous affronter la vérité? Regardez jusqu'au bout, car certaines ombres ne disparaissent jamais vraiment. Mais n'oubliez pas de regarder derrière vous. L'hiver de 1560 était froid et austère sur les terres de Hongrie, et pourtant, dans les murs épais du château des Báthory, la naissance d'une enfant ne passa pas inaperçue. Elisabeth Báthory, issue d'une lignée de nobles aussi respectés que redoutés, venait au monde sous une étoile sombre. Certains disaient que la fortune et la puissance coulaient déjà dans son sang. D'autres murmuraient que ce même sang portait une malédiction. Fille du seigneur Georges Báthory et de la comtesse Anna Báthory, Elisabeth grandit dans un univers de faste et de rigueur. Les Báthory possédaient des terres immenses, régnaient sur leur sujet d'une main de fer, et leur nom inspirait une crainte respectueuse. Très tôt, on remarqua chez la jeune comtesse une intelligence acérée, une ruse bien au-delà de son âge, et une beauté saisissante qui faisait d'elle l'objet de toutes les attentions. Mais derrière cette apparente perfection, un trouble grandissait. Les domestiques du château rapportaient des crises d'une violence inexplicable. Accès de rage, hurlements dans la nuit, regards perçants qui donnaient la sensation qu'elle voyait au-delà de ce monde. On la disait instable. Et lorsqu'un serviteur osa un jour parler de la comtesse en termes peu flatteurs, on le retrouva pendu dans les bois voisins, ses entrailles offertes aux corbeaux. Dans cette atmosphère imprégnée de tradition et de superstition, Elisabeth fut confiée aux soins d'une femme que l'on craignait presque autant que la famille elle-même, Anna d'Arvulia. Ce n'était pas une nourrice ordinaire. Femme d'un savoir ancien, elle connaissait les plantes qui guérissent aussi bien que celles qui tuent, les prières oubliées que l'on chuchotait dans l'ombre et les rituels interdits par l'Église. C'est elle qui façonna l'esprit de la jeune comtesse. On disait que, sous son influence, Elisabeth apprit à observer, à manipuler, à punir ceux qui lui manquaient de respect. Un jour, une servante osa la contrarier. La jeune fille la frappa violemment, fascinée par la couleur du sang qui perlait sur sa main, elle contempla la blessure avec une étrange satisfaction. C'était le premier signe d'un goût qui ne ferait que s'accentuer avec le temps. Les années passèrent, et Elisabeth devint une femme d'une prestance envoûtante et d'un charisme troublant. À 15 ans, elle fut fiancée à Ferrand Nadasdy, un noble guerrier surnommé le Chevalier Noir de Hongrie pour sa brutalité sur le champ de bataille. L'union entre ces deux âmes sombres scella leur pouvoir sur les terres de Hachtis. Mais ce mariage n'adoucit pas le caractère d'Elisabeth. Les disparitions commencèrent peu après son arrivée au château de son époux. D'abord de simples servantes, puis des jeunes filles promises à son service. Des rumeurs couraient, des murmures s'élevaient dans les couloirs du château, quelque chose d'obscur grandissait dans l'ombre des murs de pierre. Personne n'osait encore parler tout haut, mais tous sentaient que la comtesse Báthory n'était pas comme les autres. Le destin était déjà en marche. Les cloches résonnèrent dans le ciel d'Hongrie lorsqu'Elisabeth Báthory s'unit à Ferenc Nadasdy, mais ce n'était pas un mariage comme les autres. Il ne s'agissait ni d'amour ni de tendresse, mais d'une alliance entre deux forces sombres, unies par le pouvoir et la cruauté. Ferenc, guerrier redoutable, n'était pas un époux ordinaire. Surnommé le Chevalier Noir, il était craint aussi bien par ses ennemis que par ses propres hommes. Ses victoires sur le champ de bataille étaient couvertes de sang, et son nom seul inspirait la terreur. Il ne connaissait ni pitié ni faiblesse, et il attendait de son épouse qu'elle soit à son image. Lorsqu'Élisabeth prit possession du château de Hachtis, un immense édifice de pierre juchée sur une colline surplombant des terres désolées, elle comprit aussitôt qu'elle était chez elle. Ce lieu, froid et austère, semblait taillé pour elle, un tombeau de pierre où la lumière ne pénétrait que rarement, où les couloirs résonnaient de pas furtifs et de murmures étouffés. Ce fut là, dans ces murs, que son véritable caractère commença à se révéler. Ferenc était un maître cruel.
Les punitions qu'il infligeait à ses serviteurs n'étaient pas des corrections ordinaires, mais des actes de pure barbarie. Il attachait ses domestiques nus dans la neige en plein hiver, leur versait de l'eau glacée sur le corps jusqu'à ce que leur chair gèle et se brise comme du verre. D'autres fois, il ordonnait qu'on les fouette jusqu'à l'os, observant avec un plaisir presque détaché leur chair se déchirer sous les coups. Élisabeth, loin d'être choquée, était fascinée. D'abord spectatrice, elle devint rapidement élève. Ferenc lui enseigna l'art de la torture comme un maître d'armes initie son élève au combat. Il lui montra comment faire hurler un homme sans le tuer immédiatement, comment prolonger la souffrance, comment transformer la peur en soumission absolue. Et Élisabeth apprit vite. Elle n'était pas une élève ordinaire. Là où d'autres se seraient arrêtés, elle allait plus loin. Elle observait avec une attention troublante, analysait chaque réaction, notait les supplications avec une précision glaciale. La douleur n'était pas seulement un châtiment pour elle, c'était une science, un art qu'elle voulait maîtriser. Le départ de Ferenc pour la guerre laissa Élisabeth seule maîtresse du château, et avec cette liberté, sa soif de domination ne fit que croître. Désormais, elle n'avait plus besoin d'attendre que son époux prenne l'initiative. Elle devint le bourreau de son propre domaine. Les premières victimes furent les servantes. Un oubli, une maladresse, un regard de travers, et le châtiment tombait. Elle les frappait, les humiliait, les forçait à se flageller entre elles sous son regard amusé. Mais ce n'était pas suffisant. Quelque chose en elle voulait aller plus loin, explorer jusqu'où le corps humain pouvait endurer la souffrance avant de briser l'âme. Une nuit, une domestique commit l'erreur de mal coiffer sa maîtresse. Enragée, Élisabeth lui arracha une poignée de cheveux, puis la fit attacher et lacérer à coups d'aiguille sous les rires étouffés de ses complices. Lorsqu'elle vit le sang couler, une étrange sensation s'empara d'elle. Elle effleura la blessure avec un doigt, observa la lueur carmine briller sous la lueur des chandelles, et un sourire imperceptible étira ses lèvres. Ce ne fut que le début. Les villageois commencèrent à murmurer. On parlait de cris entendus la nuit, de jeunes filles qui entraient au château et n'en ressortaient jamais. On racontait que la comtesse avait un regard plus froid que la mort elle-même, que ses colères éclataient comme des orages et que sa simple présence suffisait à faire trembler les plus braves. Certains pensaient qu'elle était maudite. D'autres, qu'elle était simplement devenue une bathory dans toute son horreur. Mais la vérité était plus sombre encore, Élisabeth ne se contentait plus de punir. Elle prenait plaisir à voir souffrir. Et ce plaisir, insatiable, allait bientôt la transformer en légende sanglante. L'année 1604 marqua un tournant dans l'histoire du château de Hachtis. Cette année-là, le chevalier noir de Hongrie, fut emporté par la maladie après des années de guerre et de violence. Son corps robuste, habitué aux batailles et au carnage, s'éteignit dans une agonie que personne ne put soulager. Élisabeth, désormais veuve, ne versa pas une larme. Le deuil n'eut aucune prise sur elle. Le pouvoir qu'elle partageait avec son époux était désormais sien, entièrement sien. Sans personne pour la tempérer, sans regard pour juger ses actes, elle pouvait enfin laisser libre cours à ses pulsions les plus sombres. Et ce fut à partir de ce moment que les disparitions commencèrent. Au début, ce ne furent que des murmures, des chuchotements glissés entre deux portes closes. Une servante qui ne revenait pas à son village, une jeune femme disparue après être entrée au château. Les familles des disparus s'inquiétèrent, vinrent jusqu'aux portes du domaine, mais aucune réponse ne leur fut donnée. La comtesse se tenait au sommet de son donjon, impassible, regardant d'un air froid les paysans réclamant leur fille. Elle ne leur devait aucune explication. Son château était son royaume. Puis vinrent les premières découvertes macabres. Un matin, un chasseur trouva le cadavre d'une jeune fille dans les bois, à quelques kilomètres du château. Son corps était exsangue, sa peau d'une pâleur inquiétante, et ses membres portaient des traces de sévices. Les rumeurs se propagèrent comme une traînée de poudre. Un démon rôdait-il dans les couloirs du château de Hachtis? À l'intérieur du château, loin des rumeurs et des soupçons, Élisabeth poursuivait ses expériences. Elle avait commencé par punir ses servantes, les frappant, les enfermant sans nourriture, les soumettant à des supplices qui, peu à peu, devinrent plus qu'un simple châtiment. Un soir, dans une crise de colère, elle frappa l'une de ses domestiques si violemment que son sang éclaboussa sa main. Élisabeth resta figée.
Le liquide rouge et chaud glissait le long de sa peau, et une sensation étrange la traversa. Une énergie nouvelle. Une impression fugace de jeunesse retrouvée. Elle porta ses doigts à son visage, traça une ligne écarlate sur sa joue pâle. Son reflet dans le miroir lui sembla plus éclatant. Ce fut à cet instant que la légende du bain de sang prit naissance. Dès lors, les jeunes filles affluèrent au château. Certaines venaient de leur plein gré, attirées par la promesse d'un travail aisé au service de la comtesse. D'autres étaient envoyées par des parents naïfs, persuadés que leur fille apprendrait les bonnes manières auprès d'une femme noble. Aucune ne ressortait vivante. Les murs de Hachtis absorbèrent les cris et le sang. Les rituels se raffinèrent. Des bains de sang furent préparés en secret, dans des salles où les serviteurs n'osaient s'aventurer. Les victimes étaient suspendues par les chevilles, vidées lentement de leur essence vitale, pendant que la comtesse se plongeait dans cette mare écarlate, convaincue que cela préserverait sa jeunesse éternelle. Les nuits devinrent des festins de douleur. Des instruments de torture s'accumulèrent, griffes de fer, aiguilles chauffées au rouge, cages de douleur. Élisabeth expérimentait, testait, cherchant la souffrance parfaite, celle qui offrait au bourreau un plaisir exquis et à la victime une terreur absolue. Elle ne châtiait plus pour punir. Elle tuait pour le plaisir. Le village sous le joug de la peur. Les paysans vivaient désormais dans la crainte. Ils évitaient de regarder vers le château, de peur d'attirer l'attention de la comtesse. Les rues se vidaient dès que le soleil disparaissait derrière les collines, et les mères enlaçaient leurs filles, murmurant des prières pour les protéger de la dame de Hachtis. Le château lui-même semblait maudit. Les torches vacillaient sans raison, des ombres se faufilaient derrière les vitres givrées. On entendait des murmures dans les couloirs vides, des plaintes étouffées par la pierre elle-même. Les villageois savaient que quelque chose de monstrueux se déroulait derrière ces murs. Mais qui oserait défier la comtesse Bathory? Les portes du château de Hachtis s'ouvraient rarement sur le monde extérieur. Elles restaient closes, hautes et impénétrables, gardiennes silencieuses de secrets inavouables. Pourtant, il arrivait qu'elles s'ouvrent pour laisser entrer de jeunes filles, attirées par la promesse d'une vie meilleure sous le toit d'Élisabeth Bathory. Certaines étaient des filles de paysans, envoyées au château pour y apprendre les bonnes manières et servir la noble comtesse. D'autres appartenaient à la petite noblesse, confiées à Élisabeth dans l'espoir d'un apprentissage digne d'une dame de leur rang. Aucune d'elles ne savait qu'en franchissant le seuil de Hachtis, elle entrait dans un royaume de douleur et d'ombre. Élisabeth n'agissait pas seule. Autour d'elle, une poignée de fidèles, tout aussi dépravés qu'elle, participaient à son règne de terreur. Anna d'Arvulia, sa vieille nourrice, n'était pas seulement une servante. C'était une sorcière aux doigts crochus, une femme que l'on disait capable de jeter des malédictions d'un simple regard. Elle préparait des potions, murmurait des prières interdites et conseillait Élisabeth dans ses tortures avec la froideur d'un bourreau expérimenté. Dorothea Sante, surnommée Dorca, était une domestique de confiance, une femme au visage impassible qui n'éprouvait ni compassion ni remords. Elle tenait les victimes à la merci de leur maîtresse, les entravait, les livrait au supplice. Il y avait aussi Fitzko, un homme difforme, serviteur silencieux et obéissant, que certains disaient simple d'esprit, et d'autres totalement dévoués à la folie d'Élisabeth. C'était lui qui transportait les corps, qui nettoyait les taches de sang, qui creusait les fosses dans l'obscurité. Et enfin, Catalin Bénica, une autre domestique qui, par peur ou par plaisir, prenait part aux atrocités. À eux cinq, ils formèrent une machine de mort, une organisation secrète qui fonctionnait avec une précision terrifiante. Les jeunes filles arrivaient naïves et confiantes, pénétrant dans le château avec l'innocence de celles qui pensaient y trouver un avenir radieux. Au début, tout semblait parfait. Elles étaient accueillies avec chaleur, nourries et logées dans des chambres à la décoration raffinée. On leur enseignait la bienséance, l'art de se tenir en société, la lecture et l'écriture. Mais bientôt, l'atmosphère changeait. Les règles devenaient plus strictes, les punitions plus fréquentes. Un mot de travers, un geste maladroit, une robe mal repassée, et la punition tombait, cruelle et injustifiée. Certaines étaient fouettées, d'autres privées de nourriture pendant des jours entiers. Puis venait l'heure où elles étaient conduites dans les salles interdites, là où la véritable nature de la comtesse se révélait. Les salles où Élisabeth exerçait ses horreurs étaient hors d'atteinte des regards indiscrets.
Derrière des portes de bois épais, des murs imbibés de sang étouffaient les cris. Les supplices variaient selon l'humeur de la comtesse. Parfois, elle faisait arracher la peau de leurs paumes pour voir combien de temps elles tiendraient avant de s'effondrer. D'autres fois, elle les immergeait dans l'eau glacée en plein hiver, les observant trembler jusqu'à ce que leurs lèvres deviennent bleues. Mais ce qu'elle aimait le plus, c'était le sang. Elle traçait du bout des doigts des lignes carmines sur leur peau pâle. Elle les suspendait au-dessus de bassins, laissant couler la vie goutte à goutte, fascinée par la lueur rouge qui s'épanouissait sous la lueur des chandelles. Elle croyait au pouvoir du sang. Elle croyait qu'il conservait sa jeunesse, qu'il éloignait les rides et la maladie. Et plus elle plongeait dans ces rituels insensés, plus son obsession grandissait. Au début, les disparitions passèrent inaperçues. Les familles des jeunes filles attendaient des mois avant de poser des questions, croyant qu'elles étaient encore en apprentissage au château. Mais les rumeurs finirent par gonfler, se répandant comme un poison dans les villages environnants. Des chasseurs rapportaient avoir trouvé des ossements blanchis par le froid, à moitié enterrés aux abords du château. Des femmes parlaient de cauchemars où elles voyaient Élisabeth baignée de sang. Les soupçons devinrent des accusations murmurées à voix basse. Les villageois commencèrent à éviter le château, à faire des détours pour ne pas croiser le regard de la comtesse. Les mères cachaient leurs filles, refusaient de les envoyer au service d'Élisabeth. Mais la comtesse Bathory avait pris goût au meurtre. Et elle n'était pas prête à s'arrêter. Le château de Hachtis se dressait sur sa colline comme une silhouette figée dans le temps, un mausolée de pierre où les ombres s'épaississaient et les secrets s'accumulaient. Les paysans des villages environnants évitaient d'y poser les yeux, murmurant que le vent portait les cris des âmes perdues à travers les plaines gelées. Mais ce n'étaient pas seulement les disparitions qui faisaient trembler les foyers, ni les corps retrouvés exsangues dans les bois. Une rumeur, plus effroyable encore, naquit et se propagea. On disait que la comtesse Bathory se baignait dans le sang de ses victimes. Dès son plus jeune âge, Élisabeth avait cultivé une obsession pour la beauté et la jeunesse. Chaque ride, chaque tache sur sa peau était une menace. Elle voulait défier le temps, figer sa grâce comme une peinture que rien ne pourrait altérer. Mais un jour, tout bascula. La légende raconte que cela commença par un simple accident. Une servante, maladroite, aurait tiré trop fort sur les cheveux de sa maîtresse en la coiffant. Dans un accès de rage, Élisabeth la frappa si fort que le sang jaillit de la blessure et éclaboussa sa propre main. Elle observa alors la goutte écarlate glisser sur sa peau blanche. Et dans un instant de folie ou de révélation, elle eut l'impression que là où le sang avait touché, sa peau semblait plus lisse, plus éclatante. Une idée insidieuse s'enracina en elle. Et si le sang pouvait conserver sa jeunesse? Au début, elle expérimenta discrètement. Elle demandait à ses servantes de recueillir le sang des jeunes filles punies, de l'apporter dans sa chambre, où elle l'appliquait sur son visage comme un élixir précieux. Mais cela ne suffisait pas. Elle voulait plus. Ainsi furent construites les chambres de l'ombre, des pièces secrètes dissimulées derrière des portes massives, où la lumière du jour ne pénétrait jamais. Là, les rituels commencèrent. Les jeunes filles étaient suspendues par les chevilles, leurs poignets ouverts avec une précision chirurgicale pour que le sang s'écoule lentement, goutte après goutte, dans des bassins de pierre. Une fois le bain rempli, Élisabeth s'y plongeait, nue, les paupières mi-closes, murmurant des prières que seule elle comprenait. Son corps disparaissait sous l'eau écarlate, tandis que son rire résonnait dans la pénombre. Les domestiques n'osaient plus croiser son regard. Elle devenait quelque chose d'autre, une créature qui ne semblait plus tout à fait humaine. Son teint était d'une pâleur irréelle, son regard d'une intensité troublante. Certains disaient que ses cheveux brillaient plus fort, que sa peau semblait luminescente à la lueur des chandelles. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui changeait. Son esprit sombrait plus profondément dans l'abîme. Elle exigeait toujours plus de sang, toujours plus de victimes. Les cris la berçaient, les suppliques la divertissaient. Elle ne se contentait plus de punitions. Elle savourait le rituel. Elle s'entourait de livres interdits, de sorciers présumés que l'on faisait venir en secret. Dans ses salons tamisés, elle parlait d'alchimie, de pactes oubliés, de forces obscures capables d'offrir à ceux qui osaient les convoquer une éternelle jeunesse. Les rumeurs sur ces bains de sang se répandirent au-delà des terres de Hachtis. Dans les tavernes, dans les marchés, dans les salons des nobles,
on murmurait son nom avec crainte. Les paysans assuraient avoir vu des silhouettes transportant des seaux de liquide rouge dans les profondeurs du château. D'autres racontaient que la lune elle-même se teintait de sang les nuits où la comtesse pratiquait ses rituels. Mais tout cela était-il vrai? Nul ne pouvait le prouver. Car derrière les murs du château, seules les pierres gardaient la mémoire des atrocités commises. Seules les ombres savaient la vérité. Et elles ne parlaient qu'à ceux qui osaient les écouter. Les nuits à Ashtis étaient devenues une symphonie d'angoisse. Le vent hurlait entre les arbres noirs, serpentant à travers les collines comme une voix spectrale. Mais ce n'étaient pas les rafales glaciales qui tenaient les villageois éveillés. Ce n'étaient pas non plus les loups, ni les bruits nocturnes de la nature. Non, c'étaient les cris. Des hurlements inhumains, des lamentations si atroces qu'elles semblaient ne pas appartenir à ce monde. Elles s'élevaient dans l'obscurité, traversant la pierre du château, se glissant à travers les fenêtres closes des villageois comme des spectres venus réclamer vengeance. On disait que certaines nuits, les hurlements duraient jusqu'à l'aube. Les villageois avaient pris l'habitude d'éviter le regard du château. Autrefois imposant mais respectable, il était devenu une chose maudite, une forteresse de mort. Les plus braves osaient encore lever les yeux vers ses hautes tours, et ceux qui s'y risquaient prétendaient apercevoir des silhouettes derrière les vitres sombres. Des ombres déformées. Des mains plaquées contre les carreaux. Des visages figés dans une expression de terreur absolue. Parfois, une silhouette plus grande apparaissait. Une femme. La comtesse. Elle regardait le village comme un prédateur contemple une proie. L'hiver n'apportait aucun répit. Au matin, alors que les premiers villageois sortaient pour s'occuper du bétail ou aller à la messe, ils trouvaient parfois des traînées écarlates dans la neige. Des coulées de sang s'étiraient depuis les murs du château, comme si la pierre elle-même saignait. Personne n'osait les suivre jusqu'à leur origine. Certains racontaient que des corps avaient été jetés des remparts pendant la nuit, dévorés par les bêtes avant le lever du jour. D'autres prétendaient que le château était devenu une chose vivante, une entité qui buvait le sang de ses victimes et s'en nourrissait. Les mères retenaient leurs enfants, les empêchaient d'approcher des ruisseaux où l'on trouvait parfois des fragments de tissu déchirés flottant à la surface. Ceux qui travaillaient au château refusaient d'en parler. Leur silence était leur seule protection. Quand ils descendaient au village pour acheter du pain, du sel ou du vin, leur visage était creusé, leurs mains tremblantes. Mais dès qu'on leur posait une question, ils détournaient les yeux et secouaient la tête avec horreur. Un jour, un jeune garçon de ferme, trop curieux, attrapa un vieil intendant du château par la manche et lui demanda: « Que se passe-t-il là-haut, monsieur? Pourquoi entend-on ces cris ?» L'homme resta figé. Son regard était celui d'un homme qui avait vu l'enfer de ses propres yeux. Il posa une main osseuse sur l'épaule du garçon et murmura: « Prie pour ne jamais le savoir. » Puis il s'éloigna, le dos voûté comme si un poids invisible pesait sur ses épaules. Le village n'était plus un endroit sûr. Les parents interdisaient à leurs filles de sortir après la tombée du jour. Lorsqu'une jeune femme disparaissait, on ne prononçait plus son nom, comme si l'évoquer pouvait attirer le malheur sur les autres. On murmurait que la comtesse n'était plus tout à fait humaine. Que le sang avait remplacé son âme. Que son ombre s'étirait plus loin que celle des autres mortels. Certains disaient même que si on chuchotait son nom dans l'obscurité, elle pouvait vous entendre. Les prêtres du village commencèrent à organiser des messes tard dans la nuit. On priait pour les âmes perdues, pour les innocentes qui ne reviendraient jamais. Mais d'autres allaient plus loin. Dans les chaumières, les vieilles femmes tiraient des cercles de sel autour de leurs portes. Elles fabriquaient des talismans de bois, accrochant aux fenêtres des croix taillées à la hâte. Elles murmuraient qu'Elisabeth Bathory avait conclu un pacte avec quelque chose de plus noir que la nuit elle-même. Qu'elle n'était plus une simple femme, mais une créature du mal. Mais si le village tremblait, le roi, lui, entendait les rumeurs. Et les rumeurs, lorsqu'elles devenaient trop nombreuses, attiraient l'attention de ceux qui détenaient le vrai pouvoir. Les cris de la nuit ne pouvaient plus être ignorés. Bientôt, quelqu'un viendrait frapper aux portes de Ashtis. Quelqu'un qui, cette fois, ne reculerait pas devant la comtesse sanglante. Les puissants ne craignent pas la justice tant qu'elle ne les concerne pas. Pendant des années, Elisabeth Bathory avait régné sur son château de Ashtis sans que personne n'ose lui tenir tête. Les disparitions, les rumeurs, les corps exsangues retrouvés dans les bois,
Des murmures balayés d'un revers de main. Tant que seules des paysannes disparaissaient, le silence régnait. Tant que la terreur ne touchait que les familles sans nom, le roi Mathias II lui-même détournait le regard. Mais Élisabeth commit une erreur. Une erreur qui scellerait son destin. Elle s'attaqua à des jeunes filles de la noblesse. Pendant des années, la comtesse sanglante avait été prudente. Ses victimes venaient des villages alentours, des campagnes reculées, des familles trop pauvres pour avoir une voix à la cour. Mais la soif d'Élisabeth ne connaissait plus de limites. Les servantes ne suffisaient plus. Les cris étouffés dans les chambres sombres n'étaient plus assez intenses. Elle voulait plus. Elle voulait du sang pur. Des jeunes filles aux peaux lisses et aux mains délicates, aux cheveux soigneusement tressés et aux regards empreints d'innocence. Alors, elle ouvrit les portes de Hachtis à la noblesse. Elle fit savoir que la comtesse Báthory offrait l'hospitalité aux jeunes dames de bonne famille, qu'elle leur enseignerait les bonnes manières, la lecture, la danse, l'étiquette de la cour. Les familles aristocratiques, convaincues que leurs filles reviendraient transformées en véritables dames, les envoyèrent au château avec confiance. Elles n'en ressortirent jamais. Les premières absences furent ignorées. Les jeunes filles étaient sans doute encore en apprentissage, trop occupées pour rentrer chez elles. Mais quand les mois passèrent sans nouvelles, les familles commencèrent à s'inquiéter. Des lettres furent envoyées au château. Elles restèrent sans réponse. Puis vinrent les serviteurs. On les fit attendre des jours entiers avant qu'une excuse maladroite ne leur soit donnée. Une jeune femme aurait été envoyée dans un autre domaine. Une autre aurait succombé à une mystérieuse maladie. Une troisième aurait pris le voile, renonçant à sa vie d'avant. Mais les rumeurs parlaient d'une autre vérité. Un palefrenier ayant fui le château prétendait avoir vu des chambres secrètes, des murs imbibés de sang, des jeunes filles suspendues au plafond, leurs poitrines éventrées pour que chaque goutte s'écoule lentement dans un bassin de pierre. Un marchand de passage, arrivant aux portes du domaine, avait aperçu une main maigre s'agrippant au barreau d'une lucarne. Puis les rumeurs parvinrent aux oreilles de la cour du roi Mathias II. Mathias II, monarque calculateur et soucieux de son pouvoir, ne se souciait pas du sort des filles du peuple. Mais quand la noblesse elle-même était touchée, il ne pouvait plus ignorer le scandale. Le sang versé dans l'ombre du château était devenu une menace politique. Ainsi, une enquête secrète fut lancée. Le comte György Thurzó, haut fonctionnaire du royaume, homme d'autorité et fidèle du roi, reçut l'ordre de faire toute la lumière sur les rumeurs. Discrètement, il envoya des espions, des serviteurs infiltrés, des messagers chargés d'observer et de rapporter chaque détail suspect. Et ce qu'ils découvrirent dépassait l'entendement. Les témoignages étaient terrifiants. Des femmes ayant réussi à s'échapper racontaient des chambres de torture, des instruments aux lames rouillées, des bassins remplis d'un liquide écarlate. Une jeune survivante, le corps marqué par d'innombrables cicatrices, raconta ce qu'aucun esprit sain ne pouvait concevoir. Les bains de sang. Elle parla des nuits où Élisabeth riait sous la lueur des chandelles, immergée dans le liquide vital de ses victimes. Des soirées où elle versait le sang directement sur sa peau, murmurant qu'elle était plus jeune, plus belle, plus forte. Les preuves s'accumulaient. Mais arrêter une femme de l'envergure d'Élisabeth Báthory ne se faisait pas à la légère. Son nom était craint. Son influence était grande. Ses alliés étaient nombreux. Le roi ne pouvait se permettre un scandale sans préparation. Alors, il fut décidé d'attendre le moment propice. Un piège fut tendu. Et quand il se refermerait sur la comtesse sanglante, il ne lui resterait plus aucune échappatoire. L'hiver de 1610 enveloppait la Hongrie d'un manteau de glace. Les rivières étaient figées sous le gel, les vents hurlaient entre les collines, et les plaines enneigées semblaient prêtes à ensevelir les péchés des hommes. Mais il y avait un endroit que même le froid ne pouvait purifier. Le château de Hachtis se dressait toujours, silhouette sombre et impassible sur son promontoire. Ses murs renfermaient des secrets que personne n'osait révéler, des ombres si profondes que même la lumière hésitait à s'y aventurer. Mais cette nuit-là, cette forteresse du mal allait enfin tomber. Le 28 décembre 1610, une colonne de cavaliers avançait lentement à travers la neige. À leur tête chevauchait un homme aux traits durs et au regard impitoyable, le comte György Thurzó, envoyé du roi Mathias II, porteur de justice et de condamnation. Autour de lui, des soldats lourdement armés, des torches en main,
le visage fermé par l'horreur de la mission qui les attendait. Des prêtres et des juristes accompagnaient l'expédition, prêts à consigner les atrocités qu'ils allaient découvrir. Ils avaient entendu les rumeurs. Ils savaient ce qui les attendait derrière ces murs. Mais ils n'étaient pas préparés à la vérité. À leur arrivée, les portes du château étaient closes. Les soldats appelèrent les domestiques, ordonnant que l'on ouvre au nom du roi. Un silence pesant leur répondit. Pas un son ne s'élevait du château. Pas de serviteurs pour les accueillir, pas d'éclat de voix dans la nuit glaciale. Seuls les hurlements du vent et le craquement des torches sous la neige brisaient l'obscurité. Mais derrière les murailles, ils savaient que quelqu'un écoutait. Alors Turzo ordonna d'enfoncer les portes. Les coups résonnèrent contre le bois épais, un écho sourd et menaçant qui sembla faire trembler les fondations du château lui-même. Et lorsqu'enfin, les battants cédèrent, l'enfer s'ouvrit devant eux. L'odeur fut la première chose qui les frappa. Un mélange suffocant de sang séché, de chair en décomposition, de moisie et de mort. Les soldats s'engouffrèrent dans les couloirs sombres, torches levées, explorant les entrailles de la forteresse du mal. Ce qu'ils trouvèrent leur glaça le sang. Dans la première salle, un corps pendait au plafond, suspendu par les chevilles, sa peau tailladée en lambeaux. Dans un coin, une jeune fille aux membres brisés gisait sur un tas de paille souillée, les yeux ouverts, fixant le vide d'un regard éteint. D'autres salles révélèrent des cages de fer, des chaînes rouillées, des baignoires remplies de liquide noirâtre. Et enfin, le plus terrible. Un cachot, scellé, où des jeunes filles encore vivantes étaient enfermées. Leurs visages étaient des masques de douleur et de terreur. Certaines ne réagissaient plus à la lumière des torches. D'autres, trop faibles pour parler, murmuraient des prières sans fin. Mais où était Elisabeth Báthory? Turzo fit fouiller chaque couloir, chaque chambre, chaque passage secret. Enfin, dans ses appartements privés, ils la trouvèrent. Assise dans une robe d'un noir profond, une coupe de vin à la main, elle ne montra aucun signe de surprise. Son regard, aussi glacé que l'hiver, parcourut ses assaillants sans un frisson. « Ainsi, c'est aujourd'hui que vous venez m'arrêter » souffla-t-elle, un sourire imperceptible sur les lèvres. Elle ne protesta pas. Elle ne pleura pas. Elle se leva avec lenteur, arrangeant sa robe comme si elle se préparait pour un bal et non pour un jugement. Autour d'elle, ses complices furent arrêtés sans résistance. Anna d'Arvulia, la vieille nourrice, n'était plus là, certains disaient qu'elle était morte avant de voir la chute de sa maîtresse. Mais Dorka, Fitzko, et Katalin Benica furent traînés hors du château, leurs visages marqués de l'ombre de ce qu'ils avaient vu et fait. Quant à Elisabeth Báthory, on lui annonça qu'elle était en état d'arrestation au nom du roi. Sa réponse fut un simple ricanement. Le château de Hachtis fut vidé de sa terreur. Les survivantes furent évacuées, leur corps trop meurtris pour qu'elles puissent témoigner immédiatement. Les restes des victimes furent enterrés, mais certaines fosses étaient si profondes qu'on ne put jamais compter toutes les âmes perdues. Quand enfin, le dernier soldat quitta le château, un silence pesant s'abattit sur les murs. Comme si, après tant d'années, il pouvait enfin respirer. Mais il restait une question. Que faire de la comtesse sanglante? L'hiver était toujours aussi glacial lorsque le procès de la comtesse sanglante débuta. Mais Elisabeth Báthory ne se tenait pas devant ses juges. Non. Elle était absente de cette mascarade de justice, protégée par son nom, son sang noble, ses alliances puissantes qui faisaient trembler même le roi. Les juges, les prêtres et les notables réunis n'avaient pas le pouvoir de condamner une femme de son rang. Alors, ils s'attaquèrent aux autres. Dorothea Sante, Katalin Benica et Fitzko, les serviteurs de l'ombre, furent arrachés de leur geôle et traînés devant la cour. Ils étaient émaciés, tremblants, des cernes noires creusées sous leurs yeux hantés. Le tribunal ne voulait pas seulement un jugement. Il voulait un spectacle. Les accusations furent énoncées avec solennité et horreur. Torture, meurtre, profanation, pacte avec le diable. Des survivantes furent appelées à témoigner. Leurs voix tremblaient encore du traumatisme. Elles décrivirent les chambres de la mort, les cages, les chaînes, les cris qui hantaient les couloirs du château. Elles racontèrent comment Elisabeth riait en plongeant ses mains dans le sang, comment elle se pavanait devant des miroirs après ses bains écarlates. Puis vint le chiffre fatidique. 650 victimes.
C'est ce qu'affirma une domestique du château. Un nombre impossible à concevoir. Un nombre qui fit frissonner l'assemblée. Le château de Hastings, autrefois théâtre de fêtes fastueuses et de cris étouffés, s'était transformé en tombeau silencieux. Les grands salons étaient vides, les couloirs déserts, les serviteurs s'étaient éparpillés comme une nuée de corbeaux chassés par l'orage. Mais derrière l'une de ces murailles froides, un cœur battait encore. Le jugement tomba comme un couperet. Les serviteurs de la comtesse furent condamnés à mort. Dorothea et Cataline furent brûlées vives sur la place publique. Avant cela, leurs doigts furent arrachés un à un, en guise de punition pour chaque crime commis. Le peuple se rassembla pour voir leur chair se consumer, leurs hurlements s'élever dans la nuit froide, comme un écho à ceux de leurs victimes. Fitzco, le serviteur difforme, fut décapité. On murmura qu'il était trop simple d'esprit pour comprendre ces crimes, mais la pitié n'existait pas pour ceux qui avaient été les ombres de la comtesse. Le feu purificateur s'empara de leurs âmes. Mais Elizabeth Bathory, elle, était toujours en vie. Pourquoi ne fut-elle pas exécutée? Pourquoi, après tant d'horreurs révélées, ne fut-elle pas brûlée comme ses complices? La réponse était simple, son nom. Le roi lui-même ne pouvait se permettre de condamner publiquement une femme de son rang. Une exécution de noble aurait créé un précédent dangereux. Alors, il fut décidé qu'Elizabeth Bathory ne mourrait pas sur un bûcher. Mais elle mourrait autrement. Dans l'ombre, dans l'oubli. Le verdict royal n'avait pas exigé le sang. Pas de bourreau, pas de bûcher. Non. Le châtiment réservé à la comtesse sanglante était plus cruel encore. Elle serait enterrée vivante, piégée dans son propre château, réduite à une existence spectrale, oubliée du monde extérieur. En 1611, sous l'ordre du roi Mathias II et du comte Turgot, Élisabeth fut conduite à l'une des chambres les plus reculées du château. Ses pas résonnaient sur la pierre, lents, mesurés, presque arrogants. Autour d'elle, les ouvriers évitaient son regard. Personne n'osait croiser ses yeux sombres. Les ordres étaient simples, murer l'entrée, ne laisser qu'une fente à travers laquelle on passerait de quoi la nourrir. Une cellule royale. Un cercueil de pierre dont elle ne sortirait jamais. Les maçons commencèrent leur ouvrage, posant brique après brique, refermant lentement l'ouverture. Et derrière eux, elle ne dit pas un mot. Elle regardait simplement la pierre monter, comme si elle n'était pas concernée par son propre sort. Puis, alors qu'il ne restait plus qu'une fine ouverture, un dernier souffle de lumière filtrant dans sa prison, sa voix s'éleva enfin. Un murmure. Une promesse. Vous pouvez m'enfermer, mais vous ne m'effacerez jamais. Les ouvriers accélérèrent, leurs mains tremblant sur les briques. Et enfin, le dernier bloc fut posé. Elizabeth Bathory disparut dans l'ombre. Les jours passèrent. Puis les semaines. Puis les mois. Dans sa cellule de pierre, la comtesse sanglante attendait. Son monde s'était réduit à quelques mètres de murs froids, une paillasse misérable, une maigre ouverture où l'on glissait du pain et de l'eau. Mais elle ne supplia pas. Elle ne pleura pas. Elle n'hurla pas. Elle resta Elizabeth Bathory. Droite. Silencieuse. Un monstre enfermé dans une cage dorée, ou une femme puissante réduite au silence. Dans le village, la nouvelle de son emprisonnement ne calma pas les esprits. On disait que, même murée, on pouvait entendre ses murmures dans la nuit. Qu'elle continuait à parler aux ombres, à murmurer des malédictions, à invoquer des forces que nul ne comprenait. Certains affirmaient que la pierre elle-même transpirait le sang, que les murs de Hastings respiraient encore l'horreur de ses crimes. D'autres croyaient que, même morte, elle reviendrait. Qu'une femme comme Elizabeth Bathory ne disparaissait jamais vraiment. Le 21 août 1614, après 4 ans d'enfermement, les gardiens ne virent pas de main tendue lorsqu'ils apportèrent la maigre ration du jour. Ils appelèrent. Pas de réponse. Ils tendirent une torche par la fente. Et ils la virent. Allongée sur son grabat, les yeux clos, le visage étrangement serein. Morte. Elizabeth Bathory, la comtesse sanglante, était enfin tombée. Mais était-elle vaincue? Ou avait-elle simplement trouvé un autre moyen d'exister, à travers les peurs, les légendes et les cauchemars qu'elle laisserait derrière elle? Si cela était vrai, alors Elizabeth Bathory surpassait en atrocité tout ce que l'humanité avait connu. Mais au fil des années, une autre question surgit.
Les historiens et les penseurs commencèrent à douter. Et si Elisabeth Báthory n'avait pas été la monstruosité que l'on décrivait? Si les accusations avaient été exagérées? Si ce procès n'avait été qu'un prétexte pour s'emparer de ses terres et de son héritage? Après tout, les témoins étaient tous d'anciens serviteurs, soumis à la torture pour obtenir des aveux. Le chiffre 650 victimes semblait invraisemblable. Certains affirmaient qu'elle avait bien infligé des punitions cruelles, qu'elle était sadique et dangereuse, mais une meurtrière en série baignant dans le sang? Cela arrangeait trop bien la couronne de transformer une femme trop puissante en monstre légendaire. Mais qu'importe la vérité? La légende était née. Le 21 août 1614, un silence étrange s'abattit sur le château de Hastings. Depuis 4 ans, la comtesse sanglante vivait derrière ses murs scellés, isolée du monde, privée de lumière, de compagnie, de tout pouvoir. Chaque jour, un gardien glissait une maigre ration à travers une étroite fente creusée dans la pierre. Chaque jour, elle la prenait. Jusqu'à ce matin-là. Quand l'homme appela son nom, aucune main ne vint chercher le pain rassis. Aucune voix ne s'éleva de la cellule. Intrigué, le gardien s'accroupit, plissa les yeux pour percer l'obscurité à l'intérieur. Et il la vit. Allongée sur son grabat misérable, les mains croisées sur sa poitrine, le visage d'un calme glaçant. Elisabeth Báthory était morte. Mais était-ce une délivrance? Ou un nouveau mal qui venait de naître? Sa mort fut annoncée au roi Mathias II. Mais au lieu d'un soulagement, ce fut un murmure de crainte qui parcourut la cour. Car personne ne savait comment considérer la fin de la comtesse sanglante. Avait-elle été punie? Avait-elle succombé à la folie? Ou l'avait-on laissée mourir pour s'assurer qu'elle ne parlerait jamais? Certains chuchotaient qu'elle avait empoisonné sa propre nourriture, refusant de laisser ses ennemis décider de sa fin. D'autres affirmaient que son cœur avait simplement cessé de battre, comme si le château lui-même l'avait absorbé dans ses pierres, l'enfermant dans une éternité silencieuse. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le commencement. Le corps d'Élisabeth fut retiré de sa cellule sans cérémonie. Elle ne reçut pas de funérailles fastueuses, pas de cortège en son honneur. Le roi ordonna qu'elle soit enterrée en secret, dans le petit cimetière de l'église de Hastings. Mais à peine quelques mois plus tard, sa tombe disparut. Aucun signe, aucun monument, aucune trace d'elle sous la terre. Comme si même la mort refusait de l'accueillir. Certains racontaient que son cercueil avait été déplacé, caché pour éviter que des rituels impies ne soient pratiqués sur ses ossements. D'autres assuraient qu'elle n'y avait jamais été enterrée. Que son corps avait disparu. Et alors, les rumeurs devinrent des murmures. Les murmures devinrent des cauchemars. Et le mythe naquit. Les années passèrent, mais le nom d'Elisabeth Báthory ne s'effaça pas. Au contraire, il grandit, se transforma, se noya dans l'encre des légendes. Les paysans racontaient que son esprit hantait encore les ruines du château. Que, certaines nuits, on voyait une silhouette en robe noire arpenter les couloirs désertés. Que son rire résonnait parfois à travers les plaines, accompagné d'un parfum de rose et de sang. Mais ce n'était pas tout. Un mythe encore plus sombre naquit des horreurs qui lui étaient attribuées. Une femme qui buvait le sang des jeunes filles pour rester éternellement belle. Une créature dont la peau blanche ne reflétait plus la lumière du soleil. Un monstre dont la soif de vie ne s'éteignait jamais. C'est ainsi qu'Elisabeth Báthory devint l'une des premières inspirations des légendes vampiriques. Les siècles passèrent, et avec eux les doutes grandirent. Avait-elle vraiment tué 650 jeunes filles? Avait-elle réellement pris des bains de sang? Ou avait-elle été le pion d'un complot politique visant à écraser une femme trop puissante? L'histoire était trop parfaite, trop atroce pour ne pas éveiller la suspicion. Des historiens avancèrent l'idée que les accusations avaient été exagérées. Qu'elle avait certes infligé des tortures, mais que sa réputation avait été déformée pour permettre sa chute. Les archives étaient vagues. Les témoins avaient parlé sous la torture. Et surtout, aucune preuve formelle des bains de sang n'avait jamais été trouvée. Mais il était trop tard. Le mal était fait. L'histoire avait déjà sculpté son visage dans le marbre du mythe. Aujourd'hui encore, le château de Hastings se dresse en ruine, ses pierres imprégnées des cris d'un passé incertain. Les voyageurs qui osent s'y aventurer racontent qu'ils ressentent un froid étrange en traversant les vestiges. Que, parfois, des ombres bougent entre les murs. Que,
Si l'on tend l'oreille dans les profondeurs de la nuit, on peut entendre une voix de femme murmurer. Je ne suis pas morte. Le temps efface bien des choses. Les empires tombent, les royaumes s'effondrent, les noms s'effacent des pierres tombales. Mais il est des histoires qui résistent à l'oubli. Celles que l'on chuchote encore au coin du feu, celles qui font frémir les plus sceptiques, celles que même les siècles ne parviennent pas à enterrer. L'histoire d'Elisabeth Báthory, la comtesse sanglante, fait partie de celle-là. Aujourd'hui, Achtis n'est plus qu'un tas de ruines. Ses murailles éventrées dominent toujours les collines de Slovaquie, des pierres rongées par le temps, par la pluie, par le vent, mais jamais par l'oubli. Les touristes viennent nombreux, attirés par l'étrange aura qui plane encore sur les vestiges. Certains entrent avec le sourire, curieux d'explorer les restes d'un passé sanglant. Mais ils ne ressortent jamais tout à fait les mêmes. Car là-haut, quelque chose veille. Quelque chose écoute. Quelque chose attend. Les habitants des villages alentours se tiennent encore à distance. Pour eux, le château n'est pas qu'un monument historique. C'est une plaie ouverte dans la terre, une brèche vers quelque chose d'ancien et de sombre. Les nuits de pleine lune, certains jurent entendre des cris étouffés, semblables à des pleurs lointains. D'autres affirment avoir aperçu une silhouette noire errer entre les pierres, une femme à la robe flottante, dont le visage reste toujours dans l'ombre. Mais les plus terrifiants sont ceux qui ont osé s'approcher des vestiges de la cellule où elle fut enfermée. Ils racontent que, si l'on pose l'oreille contre la pierre, on entend un souffle, une voix, un murmure à peine perceptible, mais glaçant comme la mort. Je suis toujours là. Que l'on croie à son innocence ou à sa culpabilité, une chose est sûre, Elisabeth Báthory n'a jamais vraiment quitté ce monde. Son nom revient sans cesse, inspirant écrivain, cinéaste, historien. Elle est devenue une icône de l'horreur, une figure immortelle, presque plus réelle maintenant qu'elle ne l'était de son vivant. Car les monstres que l'histoire engendre ne meurent jamais vraiment. Ils s'enracinent dans les esprits, dans les cauchemars, dans les pierres des lieux qu'ils ont hantés. Et peut-être, quelque part, dans les ruines silencieuses de Achtis, Elisabeth Báthory attend toujours.